Le sujet donc d'aujourd'hui, c'est sur Bainville, et essayer de lire Bainville à la lumière du légitimisme et voir comment il présente l'histoire de France. Alors pourquoi cette conférence? L'idée c'est que ça dure 30-40 minutes, hein, je vais essayer de ne pas dépasser trop. Donc l'idée, pourquoi cette conférence? Il se trouve que ça fait de maintenant près de 3 ans que pour une revue japonaise, je traduis la petite histoire de France de Bainville, donc chaque mois un chapitre grosso modo, et que je commente pour, pour expliquer l'arrière-plan historique aux lecteurs japonais qui ne connaît pas l'histoire de France et qui ne connaît pas la présentation, disons, non révolutionnaire de l'histoire de France. Donc j'ai pu me replonger un peu dans ce manuel, hein, que Bainville avait écrit pour les enfants avant-guerre, paru la première fois dans les années 20, semble-t-il. Voilà. Donc, comme vous savez, Bainville a aussi écrit une autre histoire de France, disons, qui n'est pas un manuel pour les adultes, qui est très bien aussi, plus développé évidemment. Et comme vous savez, hein, Bainville, académicien, euh, qui a été élu à l'Académie française, chroniqueur à l'Action française, au journal de l'Action française, et à la Revue universelle, le fondateur de la Revue universelle. C'était donc un grand géopologue, il était très fort en géopolitique, et un historien reconnu, qui est reconnu aujourd'hui comme historien par la communauté scientifique, ce qui est rare, enfin ce qui est rare, je veux dire, il était très engagé politiquement puisqu'il était royaliste avant-guerre, mais il a eu la chance de mourir avant la guerre et finalement de ne pas avoir subi l'infamie des accusations de collaboration, etc., puisqu'il était déjà mort. Et donc, donc il a aussi écrit, je crois, enfin j'en ai déjà eu parlé dans d'autres conférences, mais un très bon, par exemple, un très bon livre sur Napoléon, qui est vraiment excellent. Et donc Bainville est connu comme historien pour avoir introduit, en particulier dans ses biographies, des sortes d'avoir analysé l'histoire en se posant la question de la formation des personnages qu'il étudie, de leur arrière-plan euh, idéologique, enfin, comment ils ont été formés à la pensée, qu'est-ce qu'ils disaient, leur caractère, et d'inclure tout ça dans son analyse. Et son autre, donc ça c'est pour ses biographies, mais son autre particularité, c'est que il analyse l'histoire donc à partir de son époque et en particulier dans la relation dans le temps long avec l'Allemagne. Comme vous savez évidemment, quand Jacques Bainville écrit ses histoires de France, que ce soit la petite ou la grande, c'est après la Première Guerre mondiale. Il a déjà écrit son livre, j'allais dire majeur, mais pour lequel il est très connu, c'est les conséquences politiques de la paix. Ça, c'était donc, il a écrit ça en 1920, juste après le traité de Versailles, et c'était aussi une sorte de réponse, enfin en tout cas il avait en tête les conséquences économiques de la paix de Keynes, et là, pour expliquer en gros que c'était plus important la politique que l'économie, et que dès 1920, Jacques Bainville avait prévu, pas en tant que prophète, mais juste en tant qu'analyste de la situation géopolitique à partir de ce traité, et de ce que mettait en place ce traité, ben, que la Seconde Guerre mondiale allait arriver d'une façon ou d'une autre à moyen terme, que si rien n'était fait, ça allait être difficilement évitable. Et dès 1920, il prévoit l'Anschluss et il prévoit la montée d'un homme fort, d'un dictateur en Allemagne. Euh, et voilà. Lui-même, avant la Première Guerre mondiale, il avait repéré que l'Empire allemand tel qu'il avait été fondé par Bismarck
contre, d'une part, la France, toujours, puisque c'est Bismarck qui a freiné énormément la restauration en France du comte de Chambord, et l'Allemagne telle qu'on la connaît est issue de cette époque et de la victoire prussienne contre Napoléon III en 1870, qui a permis la fondation de l'Empire allemand donc qui n'existait pas auparavant et de cette façon et qui en pratique a été un État en fait centralisé autour de la Prusse. Et c'est-à-dire que le roi de Prusse est devenu empereur d'Allemagne et on peut dire contre toutes les autres principautés, duchés, comtés, tout ce que vous voulez, parce que comme vous savez, avant la révolution, enfin jusqu'aux guerres napoléoniennes, ce qu'on appelle, enfin ce qui correspond aujourd'hui à l'Empire allemand, enfin à l'Allemagne, a été une constellation d'États indépendants et souverains. Les guerres napoléoniennes ont réduit le nombre d'États souverains en Allemagne de façon assez drastique. Il y en avait plus de 200, ça a été baissé à 30. Et en créant un déséquilibre immense avec une Prusse surpuissante à l'Est. Et donc ça, tout ça, Bainville l'analyse et ils se rendent bien compte que la révolution était une catastrophe, non seulement pour la France, mais pour l'Europe, parce que ça a mis un déséquilibre dans l'Europe même, qui, en fait, effectivement, n'a pas réussi à être récupéré. Et le 19e siècle, c'est un peu cette histoire de tenter de remettre cet équilibre, mais sans succès. Et en fin de compte, ce qui devait se passer s'est passé. La Prusse a mangé tous les autres. Et en jouant sur le nationalisme allemand qui a été nourri par la Révolution française et les guerres napoléoniennes. Parce que ce qu'il faut savoir, ça aussi, c'est ce que Bainville explique, et c'est génial parce que c'est vrai, enfin, c'est très très bien vu, c'est qu'au moment de la Révolution française, la plupart des principautés et des États souverains de l'actuelle Allemagne de l'Ouest parlaient tous français hein, dans les cours, et ils étaient très favorables à la France, il y avait de très bonnes relations, euh, et ce qui est certain, c'est que c'est les guerres napoléoniennes et la Révolution qui a vraiment échaudé non seulement toute l'Europe, mais en particulier l'Allemagne, et qui a nourri ce nationalisme et ses principes de nationalité ensuite, qui fera dire que si on est de nationalité germanique, il faut être dans le même pays, et beaucoup plus tard, ça va dégénérer dans le nationalisme racial que, que Hitler prônait enfin, en tant que politique nationale. Voilà. Donc tout ça, donc Bainville est vraiment un très très grand historien. Et pourquoi en parler? C'est parce que en disant que quand on enseigne l'histoire en France, si on enseigne encore, je ne sais pas, je veux dire aux enfants, jusqu'à la Troisième République, enfin non, la Troisième République a mis en place le mythe national avec nos ancêtres les Gaulois. Je pense que vous savez, mais avant la fin du XIXe siècle, on n'enseignait certainement pas l'histoire en commençant par les Gaulois. Et nos ancêtres les Gaulois, c'est quelque chose qui pour nous semble normal parce qu'on l'a appris comme ça, mais jusqu'à la fin du XIXe siècle, c'était pas enseigné comme ça, et pour les Gaulois n'avaient pas spécialement de place dans l'imaginaire. Donc il y a un peu ce mythe national de vouloir un peu tout récupérer. Par la fin du XIXe siècle et mettre les origines de la France, non pas chez Clovis, tel que c'était fait jusqu'à ce moment-là, puisque Clovis c'est le baptême, donc c'est la France catholique, et donc la naissance de la France, comme vous le savez, est indissociable du baptême par Saint-Rémy, et de la promesse faite au baptême par Clovis et pour engageant ses successeurs. Donc évidemment, pour une Troisième République anti-catholique, laïcarde, etc., c'était pas forcément super d'avoir ça comme origine. Donc on a pris nos ancêtres les Gaulois, ce qui permettait de ne pas mettre l'origine
dans le baptême de la France, alors, ce qui avait toujours été fait dans l'histoire avant, hein, et c'est pas pour rien. Et en plus, voilà, d'insister sur l'aspect pas forcément racial, mais disons national, euh, avec des ancêtres, et là des ancêtres qui étaient aussi païens, mais qui ont été romanisés, et donc sur l'aspect romain, mais donc pas forcément chrétien, même si c'est romain et chrétien logiquement, enfin jusque-là c'était aussi très 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 lié, mais depuis la Renaissance, on a essayé enfin, de revenir à une antiquité romaine, sous-entendu non chrétienne, enfin païenne. Donc bon, il y a tout ça qui est joué, mais et ce qui est intéressant, c'est que donc Jacques Bainville là va faire cette petite histoire et va la faire d'une façon, j'allais dire, comme on pourrait dire aujourd'hui conservateur, enfin nationale. Euh, et l'objectif de cette histoire, il faut la replacer en son époque, c'est de montrer la continuité de la France, comment elle s'est formée, comment les rois ont fait la France, euh, et de créer clairement un sentiment national en préparation de la guerre qui va venir inéluctablement. Et c'est là j'enchaîne, c'est que donc si vous avez des enfants ou si vous avez été éduqué de façon, j'allais dire, traditionnelle, peu ou prou, je pense que quasiment toutes les enseignements d'histoire actuels au primaire, je veux dire, dans les secteurs de la tradition, ou hors contrat, ou école libre, ou un peu sérieux, vont se fonder peu ou prou sur cette petite histoire de Jacques Bainville, ou sur son histoire de France, mais en tout cas sur cet esprit-là. Ce qui est logique, puisque c'est vraiment, disons, l'œuvre majeure au XXe siècle, comme manuel d'histoire, et qui a marqué vraiment les générations d'avant-guerre, mais aussi d'après-guerre, et jusqu'à maintenant pour tous ceux qui ont eu une éducation sur l'histoire de France à peu près traditionnelle. Euh, et c'est là où et en fait, donc en traduisant ça et en commentant, je me suis rendu compte que bah, c'est intéressant parce que, comme toute œuvre, elle est datée de son époque, et il y a certaines choses qui aujourd'hui semblent plus tout à fait d'actualité. Je m'explique. Euh, Comme je disais, donc cette œuvre a été faite dans les années 30 pour insister vraiment sur comment la France a été faite dans le temps long et en créant un sentiment national pour la préparation de la guerre. Et typiquement, euh, il y a deux axes, donc il y a cette histoire donc nationale et cette opposition à l'Allemagne qui va être reprise d'époque en époque et où on se concentre un peu sur cette enfin, sur l'Allemagne, quoi. C'est-à-dire que en gros, pour faire simple, quand l'Allemagne était divisée en plein de souverainetés et qu'elle n'était pas unie, l'Europe allait bien et la France allait bien, et quand dans l'histoire elle a tendance à s'unir, l'Europe va mal et la France est envahie, quoi. Excuse-moi, ou est en guerre, et est en danger, etc. Évidemment, de toute façon, c'est comme ça qu'on fait de l'histoire, et c'est absolument normal hein, que Bainville ait fait ça. C'est que ben on est dans l'époque où on est, et donc on fait de l'histoire pour que ça porte des enseignements sur l'époque où on vit. Et l'époque où il vivait lui, c'était la menace constante de l'Allemagne, qui était, enfin qui s'est vérifiée, voilà. Et donc l'urgent besoin de préparer la guerre pour pas que ça soit trop la catastrophe, puisqu'ils voyaient bien que ce qui allait venir et que les gouvernants républicains faisaient vraiment pas du tout ce qu'il fallait faire pour éviter la guerre d'une part et pour la préparer d'autre part. Parce que cette Seconde Guerre mondiale aurait pu être évitée
50 fois s'il y avait eu une diplomatie capétienne de la France à l'époque, ce qui n'était absolument pas le cas, et s'il y avait eu une résolution de la guerre qui n'était pas, j'allais dire protestante, mais oui, qui n'était pas païenne, où on a imposé aux vaincus des conditions absolument vexatoires et scandaleuses. Voilà. Donc, j'ai parlé un peu de tout ça, des mérites de la ville. Donc là, je vais parler un peu des limites. Donc les limites, ça vient de son époque en fait. Et je me suis rendu compte que bon, on n'a pas le choix d'utiliser ça, c'est ce qui est le mieux. Enfin, euh, mais en soi, je pense que pour l'avenir, il faudrait réécrire un nouveau manuel en fait, temple légitimiste. Alors, quelles sont les limites de ce manuel? Ben, c'est que premièrement, mais aussi quand je dis ça, hein, surtout, il faut pas croire que je critiquais Belleville ou quoi. C'est vraiment un grand personnage qui est vraiment excellent. C'est juste qu'il était de son époque et il y a certaines choses qui ont changé entre temps. Et voilà. Donc la première chose, c'est la façon de présenter, c'est-à-dire que il adopte le plan, disons, du roman national tel que créé par la Troisième République. Il va commencer par les Gaulois, évidemment par les Gaulois et Vercingétorix. Euh, Tout simplement parce que, enfin, je pense que la question se posait même pas à son époque, même si c'était quelque chose en fait très récent, comme je l'ai expliqué, c'était fin 19e siècle. Euh, et ça, c'est dommage parce que c'est pas traditionnel dans le sens où jusque-là, il suffit de prendre par exemple l'histoire de France écrite par Bossuet pour le Dauphin, ben, et ça commence non pas tout à fait par Clovis, mais par Francion, enfin par les, les, les ascendants directs de Clovis. C'est-à-dire que l'histoire de France, c'est l'histoire des rois de France. Ce qui est logique, hein. Par exemple, ici au Japon, l'histoire du Japon traditionnelle, c'est l'histoire des empereurs du Japon règne par règne. Et c'est comme ça que ça s'est toujours fait. Et même quand les empereurs n'avaient plus de pouvoir et ne faisaient rien, bah c'est resté comme ça, comme la façon de faire l'histoire. Parfois, ça a été les généralissimes. Mais enfin, ce qui est sûr, c'est que euh, voilà, c'était centré sur l'empereur et en France, c'était centré sur le roi puisque c'est les rois qui font la France. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce que ce truc de nos ancêtres les Gaulois, il est assez, comment dire, disons qu'on va sauter tout d'un coup de Vercingétorix à Attila, et puis on revient, et on revient au début vraiment de la France avec Clovis, son père et son grand-père. Et là, on a l'impression que Vercingétorix et Jules César, ça vient un peu comme un cheveu sur la soupe pour dire Vercingétorix qui a résisté aux Romains. Et, euh, et puis le petit mot aussi, là, on ressort encore dans le passé, en moins 383, je crois, enfin quand Brennus, un chef gaulois, est allé piller Rome et a dit aux Romains, malheur aux vaincus. Voilà. Alors, tout ça c'est très bien, hein, parce que c'est des enseignements sur comment ça se passe, la guerre quand c'est avec des gens qui sont un peu durs, etc. Mais voilà, donc il reprend le plan du roman national, et c'est dommage parce que ça veut bien dire, en fait, et c'est ça la plus grande limite, je pense, de cette présentation de l'histoire, c'est que on est surpris par euh, le peu de place qui est donnée à l'histoire religieuse et à la foi catholique. Il en parle évidemment, hein, rien à voir avec l'histoire républicaine qui critique dès qu'il peut l'Église et qui quand elle cite disons des personnages historiques par exemple, comme Sainte Jeanne d'Arc, bah, c'est certainement pas comme une sainte que la République la cite, mais comme un héros national qui libère la patrie, quoi. Hein, rien à voir avec les histoires religieuses. Alors, évidemment, elle a bouté les Anglais en dehors de France, mais c'était parce qu'elle a fait ce que les anges lui ont dit de faire, enfin, les voix plutôt. Et c'était pas ça n'a rien à voir avec la libération de la patrie
tel que le pense la République, etc. Mais passons. Et donc on est assez surpris de voir que euh, on parle peu finalement de la religion et un peu avec cet aspect qui existe encore aujourd'hui, mais peut-être qui est en train de changer d'ailleurs, mais qui est donc existe depuis longtemps en France, euh, qui est assez surprenant vu de notre époque, mais c'est certainement parce que qu'on on sait le prix de la foi catholique, qu'est-ce que c'est de l'avoir perdu et qu'est-ce que c'est de l'avoir récupéré pour ceux qui ont la chance de l'avoir récupéré, de l'avoir découverte. Mais c'est c'est ce côté de même si en fait forcément il parle quasiment qu'à des catholiques, que la société à l'époque est fortement et majoritairement massivement catholique, bah il faut pas en parler. On n'en parle pas. Et ce qui est drôle, c'est que c'est général, hein, c'est pas Blainville, c'est tout le monde fait ça, mon race compris, mais même, j'allais dire même des clercs. Enfin, c'est-à-dire que quand les clercs vont aller euh, dans des circonstances qui sont pas spécifiquement de leur liturgique ou de leur mission religieuse, un peu de côté mondain, de pas parler forcément de Jésus-Christ, de Dieu, etc., de pas centrer l'histoire sur ça. Alors qu'avant, dans la façon traditionnelle de présenter l'histoire, on commençait par Clovis et on prenait forcément en compte, je vais dire, l'aspect providentiel de l'histoire, c'est-à-dire essayer de voir l'histoire à partir du point de vue de Dieu. Donc le geste, le geste, le geste, enfin, c'est gesti, c'est quoi déjà? Gest, pardon, je vais y arriver, gesti, je sais plus la formule latine, mais enfin, la geste de Dieu par les francs, par exemple, hein, on a vu toujours nos anciens voyaient l'histoire comme ça, c'est-à-dire qu'en gros, la France, les rois de France, euh, doivent faire les volontés de Dieu, et quand ça marche bien dans l'histoire de France, c'est parce que ils font les volontés de Dieu et ils respectent les promesses du baptême, et quand ça se passe mal, c'est parce qu'ils font pas les volontés de Dieu et qu'ils respectent pas, qu'ils trahissent le baptême, et c'est très valable, et pour la révolution, enfin, et même post-révolution, ça fonctionne pas mal. Donc ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose qui est assez étonnante, donc c'est bon. Donc première chose, je répète, il parle peu de la religion. Il Deuxième chose, il commence pas à Clovis ou ses ascendants directs, mais aux Gaulois. Donc c'est le même phénomène. Hein. On se centre pas sur ce qui est le plus important, l'histoire de France, enfin ce qui a créé la France tout simplement. Hein. C'est la conversion de Clovis, quoi. C'est-à-dire un roi païen qui se convertit et qui se marie finalement avec le peuple de France à l'époque, qui étaient les Gaulois, enfin plutôt les Gallo-Romains, c'est-à-dire que les Gaulois au moment de Clovis n'ont rien à voir avec les Gaulois de Vercingétorix. Hein, d'ailleurs, il le dit, hein, Bainville, mais les Gaulois de Vercingétorix et tout ça, c'était quand même des gros païens qui sacrifiaient des humains et tout ça. Hein, donc c'était pas... voilà, c'est nos ancêtres, mais faut être conscient que nos ancêtres, comme partout ailleurs dans la planète, hein, quand il n'y a pas la christianisation, c'est des civilisations qui sont quand même difficiles, dures, et même quand elles sont très civilisées, donc inclus la Rome païenne. Et on continue, et après ce qui est assez surprenant, donc c'est que du fait de, et ça va avec cette histoire d'un peu en fait ignorer. On a vraiment une sorte de cécité en fait par rapport à la chose religieuse et ce moteur religieux. Donc donc évidemment il y a plein de, comme c'est l'histoire de France, on peut pas passer outre de l'histoire religieuse. Donc toutes les choses sont citées, il n'y a pas d'omission. Mais c'est vrai qu'on se dit de chapitre en chapitre qu'il y a tous des aspects qui ne sont pas cités du fait de cette obsession aussi par rapport à l'Allemagne. Et moi ce qui m'a le plus marqué là-dedans, c'est sur le chapitre sur Charles Quint, enfin, euh, après François Ier, et au moment du XVIe siècle, euh, quand François Ier et Charles Quint vont s'opposer. Et
ce qui, là où on a la reproduction, enfin où il plaque la situation de 100 ans au moment de Charles Quint. Donc c'est l'idée, Charles Quint, hein, donc vous savez, c'est un Habsbourg qui est devenu le roi des Espagnes, parce qu'il y a plein de royaumes en Espagne, hein. Roi d'Aragon, roi de Castille, euh, roi de Navarre, comte de Barcelone, roi de Léon, et puis en plus en Autriche-Hongrie, et puis ensuite il est devenu aussi l'empereur du Saint-Empire germanique, qui était pas du tout l'empire allemand de l'heure actuelle, qui était beaucoup plus lâche, et aussi aux Pays-Bas, donc les Pays-Bas espagnols. Et donc c'est l'idée, c'est la France est encerclée par les Allemands, et c'est une sorte de reproduction à l'époque, et, etc. Mais ce qui est fou, c'est qu'à l'époque, quand on regarde objectivement quand même cette histoire-là, celui qui fait n'importe quoi, c'est François Ier. Voilà, François Ier, c'est le roi de la Renaissance, qui ignore, enfin qui ignore, qui par rapport à ses prédécesseurs ou ses successeurs, va quand même pas mettre en avant l'héritage catholique et qui quand même ne va pas participer à la défense de l'Europe contre les musulmans en s'alliant aux Ottomans. Et typiquement, c'est Charles Quint à cette époque qui est le fer de lance de la chrétienté, qui va protéger la chrétienté, qui va faire le boulot qu'a fait la France depuis Clovis et qui à ce moment-là ne fait plus ce travail-là. Et d'un point de vue providentiel, c'est certainement pas pour rien qu'après on prend les guerres de religion dans la tête, quoi. Hein. Euh, Ça vient pas tout seul, ce genre de choses. Mais donc, d'un point de vue, j'allais dire traditionnel, cette époque-là, c'est enfin, l'honnêteté intellectuelle oblige à reconnaître que Charles Quint n'était absolument pas une menace pour la France. Il aurait jamais, 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 jamais envahi la France. Il suffit de voir comment ça fonctionnait le système médiéval à l'époque. Il y aurait une guerre, il y aurait eu un traité, et puis ça se serait fini comme ça, et puis c'est fini. Hein. C'était pas des États modernes comme aujourd'hui qui veulent détruire son ennemi une fois enfin, qu'on commence une guerre, et où les États-nations sont unis. Voilà, à cette époque, il n'y a pas d'État-nation unis, il y a plein de royaumes, de principautés, et Charles Quint se trouvait par hasard être le roi de beaucoup de royaumes différents. Mais ce qui est vraiment intéressant, ce qui montre vraiment aussi que l'esprit de l'époque était très différent d'aujourd'hui, c'est il n'y a pas eu d'unification de tous ces royaumes dont il était le roi ou le chef, enfin, etc. Et il respectait toutes les lois particulières et les lois particulières de ces différents royaumes. Et on disait pas à l'époque roi d'Espagne, par exemple, on disait le roi des Espagnes, parce qu'il n'y avait pas d'Espagne unie, il y avait plein de petites Espagnes. Bref, voilà, donc ça c'est une autre limite euh, de son de son œuvre. Et donc en conclusion, et je vais pas tarder, c'est-à-dire que idéalement, je pense que ça pèse en fait un peu cette vision de l'histoire comment dire, sur des réflexes qu'ont beaucoup de, comment on pourrait dire, de conservateurs aujourd'hui en France. Un peu un réflexe nationaliste qui est pas méchant du tout, hein, mais qui a tendance à centrer, c'est ça, oui, centrer, enfin qui reprend finalement cette chose révolutionnaire un peu de la patrie révolutionnaire, qui va au-delà de juste la réalité de la terre des pères, de la patrie charnelle, de la nation au sens de l'endroit où on est né, et qui n'a de sens pour nous Français que si euh, voilà, et je veux dire que cette nation-là, comme c'est l'endroit où on est né, c'est d'abord notre pays dans le sens, dans la région où on est né, la province, la paroisse, mais d'un point de vue français ou la France, et ça pour nous légitimistes c'est vraiment très clair, ça n'a de sens que si à l'incarnation des rois. On n'est pas fidèle à une idée de la France, ça serait abstrait et révolutionnaire, puisque cette idée-là n'existe pas, même si elle est beaucoup plus réelle que la patrie révolutionnaire. Enfin, ce que je veux dire, c'est que la patrie qui ont fondé la Révolution est complètement, comme disait Maurras, c'est celle dénuée. Mais même quand on parle de la France en tant qu'idée, même si elle est adossée à l'histoire, même si elle est adossée aux régions, etc.,
bah, on peut pas être fidèle, on peut pas, c'est- on est fidèle à des gens incarnés. Et c'est pareil pour Dieu, on n'est pas, on croit pas à une idée de Dieu. On est fidèle au Dieu qui existe et qui a été incarné en Jésus-Christ, et donc à Jésus-Christ qui a une chair, un corps, qui historiquement a été sur Terre et puis qui est maintenant au ciel et qui existe en tant que personne. Bah, c'est pareil pour euh, le vrai enfin, je veux dire le nationalisme, si ce mot peut être récupéré, le vrai nationalisme, c'est la fidélité au roi de France et à la succession des rois de France, et donc à chaque roi qui est incarné et qui incarne ce que c'est que la France, quoi. Et vouloir être nationaliste sans roi, c'est une sorte de grand écart où il y a une sorte d'impossibilité intrinsèque, quoi, là-dedans, euh, comme si on pouvait passer un contrat avec un robot, ou enfin, c'est pas un bon exemple, mais c'est comme si on pouvait euh, se marier sans épouse, être fidèle sans personne en face. Enfin, il y a un truc qui cloche quelque part. Mais cette chose qui cloche, qui, moi, me semble évident, et j'ai l'impression que la jeune génération, c'est quand même ça devient un peu plus évident. En fait, au XXe siècle, n'était pas du tout évident, et ça reste ça reste très ancré, cette idée de fidélité ou voire de soumission presque aveugle à une idée abstraite, et ce qui a beaucoup de conséquences. Par exemple, la conséquence dans je veux dire, dans le combat aussi militaire, et la conscription qui justifie la conscription, hein. Euh, Traditionnellement, quand on a parce que par exemple le discours de pas que Blainville, mais de tout le monde à l'époque, hein, que ce soit d'ailleurs les républicains aussi, ils disaient il faut mourir pour la patrie, pour protéger la patrie, parce que si on fait rien, et c'est pareil pour la Première Guerre mondiale d'ailleurs, hein, si on fait rien, on va se faire envahir par les Allemands et ils vont nous massacrer, quoi, grosso modo. Donc il faut protéger notre pays. Alors ce qui est intéressant là, il y a une sorte de c'est c'est vrai dans le sens où effectivement c'est un devoir de protéger sa famille, son village, son clocher, son pays, mais son pays dans le sens de l'endroit où on vit, donc les gens qu'on connaît. Mais en revanche, dire qu'il faut aller mourir de façon quasiment automatique pour une sorte d'entité dont se fait une image que l'école a créée, en fait, hein, parce que tout le monde est à l'école, donc tout le monde a cette image. Mais c'est quand même pas, c'est pas quand même très logique que par exemple quelqu'un, j'allais dire du sud-ouest, aille sur les francs en Alsace, soi-disant pour protéger son village, alors que clairement avant que les Allemands arrivent chez lui, s'ils arrivaient chez lui, enfin, en revanche, c'est là où il y a une sorte de biais, enfin pas de biais, mais c'est là où c'est pour ça que l'incarnation est très importante. Si c'est pour aller se battre pour le roi, on va suivre le roi où qu'il aille. Et là, il y a une vraie logique. Le roi va défendre, je sais pas moi, l'Alsace. Ben, on va en Alsace se battre contre les Allemands pour servir le roi et pour l'amour du roi, mais pas spécifiquement pour protéger. C'est une sorte de prétexte pour protéger sa famille, parce que euh, ça, dans ce sens-là, ça n'a plus de sens. Enfin, c'est le roi, la famille des familles, quoi. Alors évidemment, hein, j'exagère un petit peu, mais je pense que ce déséquilibre du XXe siècle, qui se voit aussi dans cette petite histoire de France de Bainville, explique beaucoup des malheurs qui nous sont arrivés, et en particulier de ces guerres et de cette logique de la conscription, qui est quand même la conscription. On pourrait demander à des théologiens, enfin, ça s'étudie, mais moi, de ce que je vois, je pense que la conscription est amorale en soi, puisque la- le sacrifice pour la patrie ne se justifie que si cela protège le bien commun. Mais quand il commence à avoir une part importante de la population qui va mourir sur les fronts, bah ça sert pas du tout le bien commun, parce que ça détruit le pays. Le but du jeu, c'est de protéger
pays, et quand il commence à avoir une certaine masse de personnes qui meurent, et que bah, ça fait beaucoup de mal au pays et ça le détruit plus que ça le protège. Et là, même ça, c'était inaudible au XXe siècle, mais j'allais dire, dans ce cas-là, même une défaite militaire euh, peut être un moindre mal par rapport à une destruction du pays, quoi. Voilà. C'est-à-dire que à leur époque, le plus important, c'était jamais perdre, mais c'était une sorte de un peu d'orgueil national, hein, d'orgueil qui est rejeté non pas sur l'égoïsme comme aujourd'hui sur une personne, mais sur une entité qui a été la nation, et une sorte de continuité du libéralisme, pas de libéralisme, mais de cet esprit d'indépendance qui fait que ce qui compte d'abord, c'est la souveraineté, quelque part. Donc tant qu'on est souverain, tout va bien, même si tout est détruit. Alors qu'avant, la souveraineté n'était qu'un moyen important, clé, c'est notre liberté, mais un moyen pour servir le bien commun. On n'allait pas sacrifier le bien commun pour maintenir la souveraineté. Il vaut mieux être sous un bon roi qui... Voilà. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, enfin, de toute façon, au XXe siècle, c'était trop tard. On était revenu dans un monde païen des conflits, donc ma ville, les autres à ce moment-là avaient certainement raison. Mais que finalement, bah, que ça, la Seconde Guerre mondiale, bah, 40, on a quand même bien perdu. La souveraineté a été quand même bien mangée, même si elle a été maintenue en partie par Vichy. Mais la partie occupée, elle s'est pas germanisée. On parle pas allemand en France aujourd'hui. Et l'armée allemande qui a occupé le territoire, euh, la Wehrmacht en particulier, pendant l'essentiel de l'occupation, s'est très bien comportée et respecté le patrimoine français. C'est sur les derniers mois, c'est à la fin où ça a mal tourné, où il y a eu des trucs, mais même à la fin, il y a quand même certains généraux qui ont désobéi aux ordres et qui ont pas, par exemple, pas brûlé Paris, quoi, hein, parce que c'était dans les plans. Et la Première Guerre mondiale, parfois on a quand même il y a aucun, quand je dis ça, il faut surtout pas voir ça, parce que tous ceux qui sont morts pour la patrie à cette époque pensaient vraiment qu'ils mouraient pour la patrie et c'est très honorable, mais ils se sont fait enfin, pas de leur faute, mais du fait de l'école, je pense, républicaine et de l'enseignement général, les gens ont eu un peu quand même le cerveau lavé, mais ça a été, on peut se demander, je pense objectivement, si cette pseudo-victoire de la Première Guerre mondiale a été véritablement une victoire, hein, quand on voit que toute la jeunesse de la France est morte, celle qui est pas morte a été détruite, souvent invalide de guerre, et puis mentalement aussi. Y a un film très bien sur ça d'ailleurs, où on voit les dégâts psychologiques après la Première Guerre mondiale. Ça s'appelle enfin, vous me direz si vous voyez de quel film je parle. Et des gens qui sont morts à des suites de la guerre. Enfin, en gros, toute la génération, et ça explique, je pense, beaucoup de choses pour notre temps, je veux dire sur le XXe siècle. Tous les jeunes talentueux ont été fauchés à la guerre parce qu'évidemment, c'est les premiers qui voulaient montrer enfin, qu'ils étaient fidèles à la guerre, notamment pour l'Action française, tous ces mouvements, ça les a en fin de compte plombés, en fait, même si après-guerre, ils ont eu des résultats néfastes, mais il y a quelque chose qui était mort parce qu'il n'y avait plus la relève. Ou si la relève était pas morte, il y a quand même quelque chose qui s'était cassé au niveau moral. Tout ça pourquoi? Et effectivement, c'était pourquoi? Là, ils se battaient plus pour Dieu, ils se battaient pour l'idole de la nation. Donc, en fait, il y a une sorte de malaise, je pense. La disparition de tant de pères, combien de veuves, combien de familles qui n'avaient plus de figure de père incarné, et cette disparition pratique de l'autorité paternelle, mais qui n'était pas simplement, comme disait, je sais plus quel contrefort qui disait que quand on a coupé la tête de Louis XVI, on a coupé la tête de tous les pères en France. C'est vrai, c'était symboliquement ça a été ça, mais les pères existaient encore et continuaient à être pères. Ben, la Première Guerre mondiale a supprimé physiquement de nombreux pères en France et cette disparition concrète de la figure paternelle, à mon avis, explique beaucoup pourquoi deux générations ou une génération plus tard, donc vers 68 et tout ça, pourquoi tout ça se passe en fait, hein. C'est que toutes ces générations qui deviennent adultes
dans l'après-guerre, c'est les générations qui, en pratique, n'ont pas eu de père, en fait. Donc, évidemment, pour avoir une idée de l'autorité et de l'autorité paternelle et le père qui représente aussi Dieu quand même sur terre et tout ça, bah, si on l'a jamais vécu, bah, c'est plus compliqué et on se fait plus avoir facilement par l'idéologie. Et voilà, donc en tout cas, pour conclure, enfin, vraiment le XXe siècle, c'est quand même un sale siècle. Espérons que ça ne se reproduise pas. Et nous, en tant que légitimistes, il faut revenir vraiment, je pense, à la tradition dans tous les domaines, et dont l'enseignement de l'histoire. Et ce qui passe par deux choses, c'est se réapproprier l'éducation de nos enfants. Donc autant que faire se peut, bah, l'école à la maison, parce que toute école, même les bonnes écoles, ça reste des écoles, donc il y a quelque chose de très démocratique là-dedans. Et revenir à l'histoire de France telle qu'on l'a toujours enseignée, donc c'est-à-dire, par exemple, si Dieu veut, ça sera un de ces jours, mais bah, déjà reprendre l'histoire de France par exemple par Bossuet, et il faudrait que compléter ça, parce qu'évidemment Bossuet il s'arrête à son époque, donc il n'y a pas la suite, mais refaire comme ça des histoires qui soient centrées sur les reines des rois de France, et même après la Révolution, parce que les rois de France continuent après la Révolution, hein, voilà. Aujourd'hui c'est Louis XX, et continue comme ça. Et pour se souvenir, qu'est-ce que c'est que la France? Il faut être fier de son pays, mais il faut pas tomber dans l'orgueil national qui, à mon avis, a été le grand péché du début du XXe siècle en général, et de malheureusement aussi tous ceux qui disaient conservateurs, enfin pas tous, mais beaucoup de conservateurs à cette époque, qui, sous prétexte de pas vouloir perdre contre l'Allemagne, de vouloir motiver les troupes, ont pu avoir tendance parfois à éviter de regarder les choses qui fâchent un peu, donc de parler moins de religion, et de ne pas vouloir reconnaître les torts dans certains endroits de l'histoire de France, alors que euh, euh, bah, faut juste être objectif par rapport à ça. Il faut pas faire de repentance, c'est pas ça la question, mais il faut juste regarder l'histoire telle qu'elle est, comme un Saint Augustin, et bien savoir que bah, avant la christianisation, que ce soit les Francs ou que ce soit les Gaulois, c'était des gros peuples païens avec des mœurs hyper dures. Bah, dire ça, c'est pas une insulte à nos ancêtres, c'est un fait. Et que la christianisation, bah, elle les a complètement changés, ils ont rendu doux comme des agneaux petit à petit, mais que ça a pris du temps. Et puis qu'ensuite, la France tout le temps a fait les œuvres de Dieu, et c'est ça qui l'a rendu grande. Voilà, même en Chine, dans les documents au XVe siècle, on parle des Européens, on les appelle les Francs. Donc pour dire à quel point les Francs représentaient vraiment cet esprit chrétien, royal, de croisade, qui allait protéger la veuve et l'orphelin, voilà, partout, et défendre le chrétien et l'Église partout.